Recevoir le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Bonsoir, Monsieur Sy, d'avoir répondu et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Madame. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, l'actualité, bien entendu, c'est la grève des enseignants. La dernière rencontre que vous avez eue, le gouvernement avec les enseignants n'a pas trouvé de solution à leur doléance. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Nous sommes en train de discuter au moment où notre système éducatif est empêtré dans une crise grave. Il y a eu du temps de perdu. Nous nous étions promis la fois dernière de nous retrouver ce samedi-ci pour continuer à discuter. Notre espoir du côté du gouvernement est grand, qu'une solution sera trouvée pour que l'école retrouve le chemin de la normalité. Oui. Alors, entre avant-hier et hier, normalement, vous devriez vous échanger des propositions, le gouvernement et les enseignants. Est-ce que ça a été fait? Nous avons reçu pour notre part quelques propositions et du côté de la partie syndicale également. Je pense que le commerce se poursuit avec nous. Et dans tous les cas, demain, il fera jour parce que nous allons nous retrouver autour d'une table entre patriotes sénégalais, conscients de la profondeur de la crise dans laquelle est empêtrée notre école et désireux de trouver une solution de bon sens qui nous permettra évidemment d'essayer d'aller de l'avant. En tout cas, la dernière rencontre, vous avez eu à proposer 8 points, ce qui fait en total de presque 69 milliards de notre budget. Mais à la sortie, on a vu ce qui s'est passé. Ils n'ont pas voulu regagner les classes parce qu'ils ont dit que sur les 69 milliards, ce n'était presque que de la poudre aux yeux. Bien, puisque mes partenaires ne sont pas présents autour de cette table, je ne voudrais pas entrer dans le détail des propos des uns et des autres et du commentaire qui peut être fait, mais vous pouvez être sûr que le gouvernement n'entend pas jeter de la poudre aux yeux. Il se trouve simplement qu'en réalité, on ne peut pas tout faire en même temps. Ce n'est pas à vous que je vais essayer de dire que l'école est une dimension importante de la vie nationale. Absolument. Ce n'est pas simplement une question d'ailleurs du présent, mais on enseigne aujourd'hui pour demain. Par conséquent, les éducateurs jouent un rôle essentiel dans la vie de la nation, nous le savons bien. Mais, Madame, il faut également que nous jetions un coup d'œil par-delà ce secteur important et vital. Et demandons-nous, par exemple, est-ce que le champ de la santé importe dans la vie de notre pays? À la lumière de la Covid que nous avons vécu il y a 2 ans, nous découvrons ce que le système sanitaire représente dans le pays. Nous avons vu comment les médecins de notre pays, pour utiliser ce terme générique, ont eu à être au front et au prix de leur vie ont essayé de sauver nos nôtres. Ils sont donc importants aussi. Que répondriez-vous si je vous demandais, est-ce que ceux qui assurent notre sécurité, les militaires, n'est-ce pas, les policiers, les gendarmes, est-ce qu'ils jouent un rôle essentiel dans la vie de la nation? Que me diriez-vous si je vous demandais, Madame, est-ce que ceux-là qui nous ont fait rêver et qui nous ont valu cette satisfaction intégrale à l'échelle de la nation, les sportifs, est-ce qu'ils sont importants dans la vie de la nation? Je présume que vous me répondrez pour, en tout cas, le bonheur qu'ils nous ont produit, qu'eux aussi comptent. Enfin, sans être exhaustif, que dirions-nous de ceux qui sont dans le champ de la culture? Je viens de fermer les dernières pages du livre fabuleux, notre compatriote Mohamed Bougane, n'est-ce pas, la plus secrète mémoire des hommes. Et je me rends compte que les hommes de culture, je ne parlerai pas de notre, quoi que je sois chez vous, eux aussi, ils abattent un rôle important dans la vie de la nation. Il faut de tout, du tout, pour construire un pays. Et la responsabilité, c'est de penser à tout cela. Je n'ai pas parlé des agriculteurs, ceux-là qui nous font manger et boire. Donc, vous voyez que la nation est composée d'un ensemble de fils qui tous sont attelés à la construction. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là, l'entière ou presque l'entière responsabilité incombe à l'État qui a fait dans les lenteurs par rapport aux doléances des enseignants, puisque nous parlons de leur grève? Quand on en parle de l'extérieur, on peut peut-être avoir ce sentiment-là, c'est une question de perspective. Le commerce n'a jamais été rompu, le dialogue n'a jamais été rompu, la volonté d'avancer dans la satisfaction des demandes des enseignants n'a jamais évidemment été perdue. Cette volonté est là. Des choses ont pu être faites. Que tout soit fait, non. Mais, comme j'ai essayé de l'indiquer tout à l'heure, c'est que le champ du à faire n'est pas un champ simplement qu'on peut ramener à un pan de la vie nationale. Ce sont tous les secteurs
qui, pour un pays comme le nôtre, demande à être prise en compte. Et je vous assure que c'est une Mais quand vous vous engagez, quand je dis vous, je parle bien entendu du gouvernement, à signer des accords qui sont réalistes et réalisables depuis 2018, et qu'à l'arrivée en 2022, ça traîne encore. Aujourd'hui, tout le monde pointe du pied le gouvernement dans ce qui arrive à notre école. Du doigt le gouvernement, comme vous l'indiquez, mais on le fait souvent à tort. Oui. Il aurait fallu que nous ayons une mémoire davantage, disons, complète de ce qui s'est passé pour qu'on puisse en juger de manière factuelle. On utilise une formule rapide, les accords ne sont pas respectés. Je suis désolé de dire que non, une bonne partie des accords a été consacrée. Et au-delà de ces accords consacrés, madame, savez-vous que le grand mérite, me semble-t-il, du gouvernement auquel j'appartiens, c'est d'avoir restauré la justice dans le système éducatif. D'avoir fait de sorte que nous n'ayons plus une école à deux vitesses, que nous n'ayons plus des enseignants, en fait, dont certains sont considérés simplement comme des gens qui veulent donner un coup de pouce et qui ne comptent pas à titre principal, à côté d'autres qui sont, eux, considérés comme des enseignants au sens intégral du terme. Et cela, c'est essentiel. La titularisation universelle nous a fait faire un saut important. Évidemment, ça a un coût. Et ce coût-là, c'est un coût par centaines de milliards de francs. Ça a été fait. Et rien que ça mérite qu'on soit quand même un peu plus juste avec le gouvernement. Je le répète, on ne peut pas tout faire en même temps. Tout n'a certainement pas été fait. Beaucoup de choses ont été faites. Tout le monde sait qu'il y a des choses qui ont été faites. Même les enseignants l'ont quand même dit. Mais le nœud du problème, quand même, c'est le système indemnitaire qui pose problème. Depuis que les enseignants en parlent, vous n'arrivez pas à trouver un consensus autour de cette question. Même sur cela, il aurait fallu que nous soyons un peu plus justes. Reprenez, disons, les accords de 2018. Regardez, est-ce que oui ou non, l'indemnité de logement, pour prendre cet exemple-là, a évolué de 60 000 à 100 000 francs. Est-ce que c'est fait? Oui ou non? Qu'est-ce que ça représente en termes d'efforts? Je donne cet exemple-là simplement. Je vous parlais tout à l'heure de la titularisation universelle avec évidemment le changement de paradigme. Tout cela a un coût. Maintenant, il est évident qu'on ne peut pas, encore une fois, tout faire d'un seul coup. Et évidemment, ça prend du temps. Est-ce que c'est le même discours que vous allez encore poser demain devant les enseignants? On ne peut pas faire tout de suite et maintenant. Le discours que nous allons poser demain, comme vous le dites, nous le dirons à nos interlocuteurs. Mais vous rappeliez tout à l'heure déjà que des propositions avaient été faites. Vous rappeliez le chiffre. Je pense que vous n'allez pas dire que ces milliards-là, évidemment, qui sont à la hauteur que vous avez désigné tout à l'heure, que ça compterait pour, disons, peu. Je ne pense pas que vous ayez cette estimation quand on mesure le contexte dans lequel notre pays est. Ne l'oublions pas, nous ne sommes même pas encore sortis. Nous sommes, depuis 2 ans, engoncés dans une crise tentaculaire, celle de la pandémie. Savez-vous, madame, ce qui se passe à l'échelle internationale? Savez-vous que le coût de l'énergie est en train de se relever de manière astronomique? Mon collègue des finances me disait il y a peu que par rapport à des prévisions de 200 milliards pour amortir le coût de l'énergie, nous en sommes maintenant à un devoir, disons, de solde de près de 500 milliards. Ça veut dire que c'est multiplié par 2,5, n'est-ce pas? Et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Les choses sont difficiles à l'échelle de la planète. Il faut que nous en prenions acte, que nous en prenions conscience et que nous essayons, avec ce dont nous disposons, de faire le mieux pour chacun. On peut aisément comprendre que demain, vous n'allez pas aller au-delà de ces 69 milliards. Vous n'avez pas de proposition assez alléchante qui va faire que les enseignants vont regagner les classes. Permettez-moi de ne pas décliner sur ce plateau-là les propositions du gouvernement. Vous comprenez que ce n'est pas le lieu. Mais je considère que nous allons à la table des négociations avec la volonté de résoudre le problème qui est affronté. Et je suis convaincu pour ma part que nous trouverons une solution parce qu'encore une fois, autour de cette table-là, il y aura des Sénégalais conscients des exigences évidemment de l'heure et déterminés à trouver des solutions. Il n'y a pas de problème qui ne puisse trouver de solution. Mais pourquoi chaque année on devrait se retrouver dans cette situation alors qu'il y a le dialogue social, il y a d'autres structures qui tournent autour je ne dirais même pas de l'école, mais de tout ce qui tourne autour du Fonds social, mais on est toujours dans un carcan où on ne bouge pas, on ne semble pas, on est comme si on était toujours au centre, on n'évolue pas. J'apprécie le comme si, parce que là vous relativisez, c'est bien d'avoir cette approche prudentielle, nous bougeons, nous avançons, mais le propre de la vie de la cité est d'être tel que vous l'indiquez. C'est un bonheur que d'être citoyen d'un pays tel que le nôtre,
ou quand vous avez des revendications, vous pouvez, en toute légitimité, faire grève. Oui. Ou vous pouvez dire je ne suis pas content, et évidemment avoir en face de vous un gouvernement et dialoguer. C'est le bénéfice de la démocratie, voilà comment nous en sommes. Maintenant, évidemment, ça a ses impératifs, ça a ses exigences, mais je vous assure qu'il est heureux que nous soyons dans un pays tel que celui-là, où les problèmes peuvent se régler de cette manière-là. Est-ce que chaque année ce sont les mêmes problèmes qui reviennent? On a cette impression-là de l'identique, mais quelqu'un qui a du vécu sait d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Notre aspiration, c'est d'offrir à chacun de nos compatriotes le meilleur qui se trouve dans le monde, et nous sommes en train de le faire, vous le constatez vous-même. Évidemment, ça a un coût, parce que quand vous montrez qu'il est possible de mettre le meilleur, vous rehaussez le seuil d'exigence. C'est parfaitement humain. Et madame, je voudrais vous convaincre que jamais vous ne pourrez trouver en fait les moyens de dire que vous donnez satisfaction de manière intégrale à tout le monde. Le propre de l'humain, c'est qu'à chaque fois qu'une de ses aspirations est satisfaite, il voit en être une autre. Et c'est ça le vecteur du progrès. Oui, la santé également s'est manifestée. On a entendu les acteurs également se projeter encore dans un mois de grève. Dans un mois, ils iront en grève. Ils ont également posé le système indemnitaire. Aujourd'hui, monsieur le ministre, ça ne va pas du tout. L'éducation, la santé, et peut-être que nous parlerons également des ASP qui ont été vus. On en revient à ce que j'indiquais tout à l'heure. Le propre de l'humain, c'est de vouloir toujours plus et mieux. Je ne dis pas que la santé pose les problèmes qu'elle pose à cause de ce qu'elle a entendu en termes d'annonce du côté des enseignants, mais enfin, quelqu'un pourrait réfléchir comme cela. Mais avant que les agents de la santé, avant que les agents du secteur de l'éducation n'aient mis au devant de la scène les revendications, vous avez bien relayé les revendications des agents disons de l'agriculture, au sens large du terme. Ils ont quand même reçu des indemnités. Non, je ne dis pas qu'ils ont reçu, mais vous avez relayé ces revendications-là. On aurait pu prendre et qui ont quand même reçu des indemnités. Oui, mais je dis que, en fait, tous les secteurs que vous citez, que nous citons ensemble, tous ces secteurs-là ne peuvent pas dire que rien n'a été fait en leur direction. Mais le propre de l'humain, encore une fois, c'est qu'à chaque fois que vous faites un pas, vous voulez en faire un autre. C'est cela également, disons, le vecteur du progrès. Mais comment vous allez faire pour juguler justement cette grève annoncée par les acteurs de la santé? On ne va quand même pas encore entrer dans une grève de la santé. Nous sommes ouverts à la discussion. Nous sommes ouverts au dialogue. Il y a des acteurs responsables qui connaissent le contexte dans lequel nous sommes. Et nous pouvons, je crois, avoir foi en la volonté des uns et des autres de trouver des solutions. Au-delà du monde, disons, de ces agents-là de la fonction publique qui ont des salaires qu'ils voudraient voir rehaussés, il y a l'écrasante majorité des citoyens sénégalais qui ne sont pas salariés et auxquels il faut penser. Être juste, être équitable, c'est penser à tout le monde. Nous avons ce problème-là de la cherté de la vie que nous devons également prendre en charge. Justement, on vous attend sur la diminution des prix. Nous nous battons, mais cette diminution des prix, il faut évidemment la corréler avec ce qui est en train de se passer à l'échelle monde. Je vous indiquais tout à l'heure que le coût de l'énergie est en train de grimper de manière tentaculaire. Nous nous battons pour qu'il n'y ait pas de hausse du coût de l'énergie, parce que s'il y avait une hausse à ce niveau-là, ça innerverait tout le champ économique. Et ce serait difficile pour tout le monde. Nous avons ces problèmes-là de fait. Et vous êtes là pour trouver des solutions à tout cela? Pour trouver des solutions, nous sommes en train de nous battre pour trouver des solutions à un problème extrêmement complexe. Je voudrais dire que quand vous êtes en responsabilité, vous devez comprendre que personne ne doit être laissé au bord de la route. Absolument. Y compris ceux qui n'ont pas la capacité de s'organiser et de poser des revendications. Et c'est l'écrasante majorité des citoyens de notre pays. Mais monsieur le ministre du Travail, on a entendu les agents de la SAPCO qui également ont dit qu'ils sont restés 4 mois sans salaire. On a vu que le président de la République est préoccupé par l'emploi des jeunes et qu'on entend ce matin que le directeur général aurait sanctionné ou même radié des ASP au nombre de 8 quand même. C'est un peu paradoxal, tout ça. Peut-être que si nous voulons nous en sortir, il faut que nous démêlions les questions. Le ministre du Travail que je suis est très sensible au sort des agents de sécurité de proximité. Ces agents de sécurité de proximité ont une histoire. Vous savez qu'ils ne sont pas en fait des fonctionnaires de l'État, mais qu'ils sont considérés comme étant des volontaires avec des textes qui les circonscrivent. Il demeure que le gouvernement auquel j'appartiens est déterminé à regarder, disons, la situation de ces agents-là et à faire plus et mieux, notamment à la lumière du choix qui a été fait pour essayer de rehausser l'emploi des jeunes. Ce qui est offert
aux nouvelles recrues, aux nouveaux jeunes à qui on offre des opportunités, n'est-ce pas, excède ce qui est donné à ces agents de sécurité de proximité. Ne serait-ce que sous ce point de vue, sous ce rapport-là, le président de la République a donné des instructions très claires. Absolument. Maintenant, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Quand on entend une annonce, quand on est dans un pays normé, il y a des choses à ne pas faire. Et je pense très sincèrement que ces jeunes-là aussi ont été induits en erreur. En réalité, il n'y a pas plus désireux de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les travailleurs, quel que soit d'ailleurs leur champ d'appartenance, que le président de la République qui a la charge de la vie de la nation. Absolument. Donc, quand il fait un certain nombre de déclarations, il faut quand même donner le temps de voir en fait prospérer. La déclaration est qu'on va leur trouver un statut au mois de juin prochain et que plusieurs parmi eux ont été recrutés également parmi ces ASP. Et vous venez de dire qu'ils ont fait des erreurs, ce sont des jeunes. Est-ce que vous allez plaider pour que quand même la radiation, c'est l'extrême mesure à ne pas prendre? Vous savez, il y a des normes et des procédures, il y a des règles. Et le principe, pour nous tous, c'est d'essayer de nous instruire de ces règles-là, de ces principes-là et d'agir. Je pense qu'il y a le champ du possible qu'il ne faut jamais fermer, mais il faut que nous regardions à, disons, de manière absolument circonspecte ce qu'il faut faire, Il faut que nous soyons attentifs aux actes que nous posons, quelle que soit la position au niveau de laquelle nous sommes. Nous ne pouvons pas agir, disons, un peu à notre convenance quand nous voulons vivre, disons, ensemble. Le vivre ensemble obéit à un certain nombre de règles, et ces règles-là, elles s'imposent à tout le monde. Donc vous ne pouvez pas plaider en le faisant? Non, je ne dis pas que je ne peux pas plaider. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Est-ce que c'est dans vos plans? Je pense que notre responsabilité, je ne parle même pas du ministère du Travail, je parle simplement de la responsabilité de ceux qui ont des charges, c'est de trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Encore faut-il que nous y mettions les uns et les autres la bonne volonté. Et les travailleurs de la SAPCO, comment est-ce que... C'est 4 mois sans salaire et ce ne sont pas les seuls travailleurs qui sont dans ces conditions. On parle des travailleurs du Méridien qui m'interpellent souvent par rapport à ça, à leurs conditions de travail. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut que nous démêlions. Vous parlez du Méridien, je présume que vous parlez en fait des travailleurs du secteur de l'hôtellerie. Madame, vous savez bien que quand la crise a fini de s'installer, cette crise-là, elle a ceci d'extraordinaire qu'elle a complètement entravé les déplacements des gens. Les gens ne voyagent pas. Les avions ne volent plus. Les hôtels n'ont pas de fréquentation. Et quelle que soit la bonne volonté, évidemment, du gouvernement en la matière, avec tous les soutiens qui ont été accordés aux hôteliers, au secteur touristique, quels que soient évidemment les efforts faits pour essayer, dans les premiers moments de la crise, disons, d'interdire le licenciement pour motif économique et même d'imposer en cas de chômage, disons, économique, d'imposer un minimum de salaire, il a fallu faire avec le principe de réalité. Là encore, il faut que nous continuions à dialoguer pour ensemble trouver les meilleures solutions. J'espère que la reprise qui est en cours va s'affirmer et si ça s'affirme, il n'y a pas de raison pour que des solutions le gouvernement avait quand même sorti des milliards, si je me rappelle, pour appuyer les secteurs par rapport, pour qu'il n'y ait pas de licenciement. Ça a été fait. Qu'il n'y ait pas aussi retard de salaire. Pas seulement les employeurs, mais l'effort qui a été fait était un effort, disons, d'ensemble qui a eu plusieurs déclinaisons. Mais rappelez-vous que cet effort a été fait également à l'entame de cette crise. Nous espérions en sortir, nous y sommes toujours. Ça fait 2 ans que ça dure. Et évidemment, c'est pénible à vivre. Voilà pourquoi nous devons conjuguer nos efforts et intelligence pour essayer de trouver les meilleures solutions. Monsieur le ministre, est-ce que vous faites le contrôle qu'il faut au niveau des entreprises? Parce que beaucoup en ont profité pour prendre l'argent du gouvernement et après déclarer la faillite ou ne plus payer leurs employés. Je voudrais, puisque vous m'en donnez l'occasion, saluer les inspecteurs et contrôleurs du travail. C'est un petit nombre de personnes qui font un travail tentaculaire extrêmement important, là encore, dans la vie de la nation. Et qui n'auraient pas même pas comment on dit, les moyens de leur mission aussi. Nous ne le dirons pas comme cela. Je vous indiquais tout à l'heure qu'à chaque fois, évidemment, qu'on demande à quelqu'un est-ce que ce qu'il a pour évoluer suffit, il est possible qu'il réponde qu'il souhaiterait avoir mieux. C'est vrai qu'il y a encore des insuffisances, mais des choses ont été faites que nous saluons, n'est-ce pas, pour ces agents-là qui eux aussi jouent un rôle extrêmement important dans la vie nationale. Nous faisons des contrôles, nous essayons de voir. Nous ne pouvons pas être partout en même temps, mais je vous assure que parfois on est très sévère en jugeant à la volée ce qui se fait dans ce niveau-là, mais nous essayons évidemment de jouer pleinement notre rôle. Et je voudrais saluer l'administration du travail et les remercier pour, avec la part de charge qu'ils abattent.
Merci. Monsieur le ministre, en tout cas, on est tout oui demain. On espère que nos enfants vont reprendre les chemins de l'école. Est-ce que vous pouvez le promettre aux parents? Vous espérez? Oui. Vous avez de bonnes propositions? Nous avons de très bonnes propositions et de bonnes raisons de penser qu'une solution sera trouvée. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Travail. Merci. Vous êtes également le ministre du Dialogue social et des relations avec les institutions. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end.